tu abandonnes tes habitudes et tu vas rester dans ta tête pendant 10 jours. Je ne suis pas en mesure de prendre le métro alors que je travaille à ce moment-là pour TF1. J'essaye de l'EMDR, de l'hypnose, je vais voir des chamans et je suis rentrée dans ce que j'appelle une espèce de boulimie thérapeutique. Rendez-moi ma vie d'avant. Moi, je me posais pas autant de questions avant le 13 novembre. Je pense que beaucoup plus de gens devraient pousser la porte d'un thérapeute. Psychiatrie, hypnose, chamanisme, stage de développement personnel et thérapie sous substance. Notre invité du jour a tout testé pour aller mieux et y a laissé une partie de son portefeuille. Salut tout le monde, bienvenue dans Snack. Aujourd'hui, on est avec Anne-Sophie Delcourt, cette journaliste liégeoise qui est partie travailler à Paris sur des magazines tels que 50 Minutes Inside ou le Mac d'M6, se livre aujourd'hui dans un roman graphique et un podcast qu'on va découvrir avec elle. Mais d'abord, abonnez-vous, likez cette vidéo, ça nous aidera bien. Salut Anne-Sophie, ça va? La vie est belle? Bah oui. Je te vois prendre des photos. Bah, bien sûr, attends, je prends mon bébé dans ta belle bibliothèque. Un roman graphique donc qui vient de sortir, qui s'appelle Neuf, dans lequel tu te livres, et également un podcast, Anne-Sophie et le Loup, qui vient de sortir également. Parle-nous un peu de ces différentes productions. Alors, Neuf, ce qui est marrant, c'est que j'y raconte du coup une expérience d'une retraite un peu particulière, donc une retraite de silence et de méditation intensive de 10 jours. L'idée, c'est de s'extraire du monde, de la société, de donner son téléphone à l'accueil, de ne pas avoir de livre, de ne pas avoir de carnet pour écrire. Donc en fait, ce qui se passe quand tu arrives, c'est que tu abandonnes tes habitudes et tu vas tu vas rester dans ta tête pendant 10 jours. Donc dans ça, le c'est silence. Mais le silence, est-ce qu'il est silencieux? Pas du tout. Tu penses énormément, c'est hyper bruyant et je l'ai lu, ce livre, et il y a tout ce cheminement avant où on voit que tu vas pas bien. Pourquoi est-ce que tu vas pas bien? Cette écriture de roman graphique, je me suis servi d'un personnage principal où j'ai romancé, même si la plupart des ressentis que je raconte dans ce roman graphique sont les miens pendant cette expérience de retraite de silence. Mais le personnage principal, il va mal. Il se pose la question de comment être plus heureux, en tout cas. Et cette nana de 35-40 ans, elle cherche toutes les solutions possibles et imaginables pour en tout cas trouver un espèce de mieux-être et mieux appréhender son hypersensibilité, ses ruminations qui sont envahissantes. Mais par ailleurs, je ne sais pas si elle va mal. En tout cas, ce qu'on voit aussi au début de cette histoire, c'est qu'elle est en couple et qu'ils ont des fonctionnements, lui et elle, très différents. C'est-à-dire qu'elle, elle met beaucoup de mots sur sa sensibilité, sur ce qui la traverse, sur ses émotions qui la bouleversent, et lui, il a une incapacité à mettre des mots. Donc je pense que oui, elle va peut-être pas très bien, mais je suis pas sûre que lui aille bien non plus. En tout cas, c'est leurs blessures mutuelles qui viennent se confronter et qui viennent un peu entrer en lutte. Donc c'est aussi ça que je veux raconter. C'est pas forcément une nana qui va extrêmement mal. Ça peut être n'importe qui avec une sensibilité. Et c'est comment dans la rencontre amoureuse aussi, on se confronte à notre capacité à mettre des mots sur nos ressentis et sur nos inconforts émotionnels. Ce couple, alors, il décide de partir en retraite, comme tu le dis, pendant 10 jours, une retraite silencieuse en Italie. C'est quelque chose que tu as toi-même vécu, ça. Comment est-ce que tu t'es sentie dans cette retraite? Non, mais avant, quand c'était mon amoureux qui m'avait proposé de faire cette retraite à la base, et je lui ai dit, mais c'est impossible. Moi, je ne pourrais pas tenir 10 jours de silence. Je vais devenir folle, en fait. Et c'est ce que je raconte au début. Pour moi, c'était inenvisageable. C'était vraiment la pire chose que tu puisses me proposer, d'aller me mettre 10 jours loin du monde. Parce que moi, je suis habituée à avoir des carnets pour écrire mes ressentis, ou à lire, ou à écouter des méditations pour essayer de me calmer, etc. Et là, je me disais, mais attends, mais je vais abandonner tous mes doudous d'adultes pendant 10 jours. Comment je fais? Donc, au départ, avant d'entrer dans cette retraite, c'était une appréhension gigantesque. Et puis, j'ai reçu la réponse du fait que j'avais ma place la veille à 23h dans cette retraite. Donc vraiment, jusqu'à la dernière minute, je ne savais pas si j'allais avoir une place. Et puis, dès le moment où je suis entrée là-bas, j'ai encore eu pas mal de crises d'angoisse à l'approche de ce centre, parce que je me demandais vraiment à quoi ça allait ressembler. Quand je suis arrivée, je me suis dit, oula, on dirait vraiment un monastère pas du tout friendly ou pas du tout. C'est vraiment pas une retraite de bien-être. Faut vraiment redescendre. C'est vraiment, ça ressemble à une vieille école. T'as au mur, t'as des espèces de cadres, de poussière, parce qu'en fait, on t'enlève toute
toute opportunité de te distraire, mais jusqu'au cadre, comme si vraiment ça allait être un gros délire de voir des cadres au mur. Mais donc tu rentres, tu vois que c'est un lieu qui est assez austère et tu rends tes objets, tu les mets dans une valise. Vraiment la valise de film d'action. Et tu te dis, bon, très bien. Quels sont mes derniers mots avant d'entrer dans le silence? Où je vais dormir? Là, tu t'aperçois que tu auras des colocataires pendant 10 jours. Donc, tu te dis, mais OK, on ne pourra pas parler, mais ça veut dire que s'il y en a une qui ronfle, enfin, tu vois, tu imagines tous les scénarios. Donc, avant, c'est vraiment un peu l'enfer parce que tu te dis, pourquoi j'ai fait ça? Est-ce que c'était une bonne idée? Alors on suit toute cette déconnexion avec Autumn, donc qui est la protagoniste du livre, et on voit qu'elle chemine beaucoup dans ses pensées et qu'elle trouve finalement une sorte de paix. Elle s'accorde avec elle-même. On voit toute sa progression au fil du livre et finalement tout ça. C'est cette progression que tu as vécue ces dernières années, toi-même. C'est ça qui t'a inspiré pour écrire ce bouquin, certainement. On va prendre les choses chronologiquement. Avec le 13 novembre 2015, il y a 10 ans bientôt maintenant, avec les attentats du Bataclan, 20 personnes sont tuées juste en bas de ton immeuble. Et ça, c'est le déclencheur qui te fait ressentir quelque chose de très sombre en toi. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là ? Le 13 novembre, c'est vraiment un événement où j'avais pas vraiment bon, alors ça s'est passé en bas de chez moi, mais j'avais pas de raison de surréagir à ce drame. En tout cas, moi, je m'autorisais pas du tout à surréagir, sauf que concrètement, je ne peux plus vivre normalement. Je ne suis pas en mesure de prendre le métro, alors que je travaille à ce moment-là pour TF1. Je sursaute à un stylo qui tombe au sol. Je peux plus aller au restaurant, j'y arrive plus. Moi, ma vie, c'est d'aller au cinéma, d'aller à des concerts. J'ai un plaisir à être dans la foule, à vivre la culture comme elle est présente à Paris. Et là, c'est terminé, quoi. C'est-à-dire que vraiment, je peux me mettre en crise d'angoisse et de pleurs à tout moment. Donc ça, c'est un peu étrange parce que tu te dis, mais pourquoi je réagis comme ça? Et cette peur va vraiment me faire perdre 10 kilos en 7 mois. Mais je ne m'autorise pas du tout à être mal parce que je me sens très coupable de réagir comme ça alors que finalement, je suis vivante. J'ai perdu aucun proche et il y a des gens beaucoup plus traumatisés que moi dans mon entourage. Donc je le vis très mal et je me dis, mais comment je fais? Comment je peux agir contre cette peur? Donc là, je vais commencer à chercher des thérapeutes qui sont alternatifs, mais j'essaye de l'EMDR, de l'hypnose, je vais voir des chamans. Enfin, j'essaye de me dire, OK, il est hors de question que je me laisse envahir par cette peur, je veux agir et trouver des solutions. Et puis, en fait, je me rends compte que je dois quand même passer par une psychothérapie, des séances avec un psychiatre et suivre un protocole médicamenteux pour déjà diminuer mon système. Enfin, c'était vraiment l'idée avec ces médicaments, c'était de faire redescendre mon système nerveux qui était complètement en vrille. Donc c'était un passage obligé. Moi, je voulais absolument pas prendre de médicaments, mais en réalité, c'était la seule solution pour recommencer à manger, recommencer à dormir, etc. Donc il y a eu plusieurs mois où j'ai été soignée par un psychiatre et sous médicaments. Ça m'a permis de reprendre des forces. Et une fois que ça allait mieux, je me suis dit j'arrête tout, mais la peur continuait d'être là. Et donc j'ai continué à moi chercher des solutions et je suis rentrée dans ce que j'appelle une espèce de boulimie thérapeutique parce que c'était inconfortable et que c'était insupportable de voir que je pouvais plus vivre comme avant le 13 novembre. Il y avait vraiment une sensation où j'étais là, mais rendez-moi ma vie d'avant. Moi, je me posais pas autant de questions avant le 13 novembre. Et donc, je cherchais désespérément à revenir à cette simplicité ou cette naïveté. Mais je pense qu'il fallait prendre aussi le temps d'accepter que juste je vieillissais et que la peur faisait partie de moi, que l'hypersensibilité était là, que mes émotions étaient fortes et que j'avais plus à appréhender les choses qu'à lutter contre. Mais il m'a fallu, je crois, 7 ans pour comprendre ça et dépenser beaucoup d'argent en thérapie. Et puis, il y a aussi le fait qu'au final, quand tu fais des thérapies et que chaque semaine, avec un nouveau thérapeute, tu dis en fait, je me sens mal, je vais mal, tu t'habitues aussi à aller mal. Et donc, c'est un peu le cercle vicieux dans lequel tu peux tomber quand tu fais énormément de thérapie. Mais à la fois, il y a la nécessité, je pense, de s'occuper de sa santé mentale. Et ça, c'est une certitude, je regrette rien. Et je pense que beaucoup plus de gens devraient pousser la porte d'un thérapeute. Ça aiderait beaucoup de relations hommes-femmes, surtout, je pense, parce que j'ai quand même la sensation, et les chiffres le disent aussi, que beaucoup de femmes font cette démarche de travailler sur soi et un petit peu moins d'hommes. Or, ça aiderait vachement les relations.
Mais à la fois, il y a cette espèce de petit tournant que tu peux prendre quand tu t'habitues à avoir de l'aide extérieure, de finalement dépendre énormément des autres pour aller bien. Et donc le travail je pense, de reconstruction, il passe aussi par le fait de redevenir responsable de ses émotions et reprendre la responsabilité de sa santé mentale et de ses comportements. Et ça, donc, tu y es arrivé au fur et à mesure. Donc, je pense qu'il y a énormément de personnes qui peuvent se reconnaître dans ton discours, étant donné que la psychologie, la santé mentale, elle est fluctuante. Et à un moment, on peut se sentir en effet très mal et trouver des solutions, essayer de trouver des solutions. C'est ce que tu as fait pendant des années, essayer de trouver des solutions. À tel point, tu le dis, que tu as dépensé énormément d'argent. Il y a beaucoup de gens qui dépensent vraiment beaucoup d'argent. Est-ce que tu regrettes cet argent que tu as dépensé pour investir finalement dans ton bien-être ? Non, je regrette pas. Déjà, je mesure quand même que mon récit, il est très... il est minoritaire et... J'ai eu beaucoup de chance d'avoir cette disponibilité financière, d'avoir gagné de l'argent pour pouvoir le dépenser, pour prendre soin de moi. Donc déjà, c'est une chance d'avoir ce confort-là. Mais par ailleurs, je regrette pas parce que pour moi, tu sais, on dit souvent que travailler sur soi, c'est hyper nombriliste et que tu vois ces images de nanas qui sont presque des satires d'elles-mêmes, bourgeoises, qui font des tas de choses, du yoga, de la méditation, etc. Et pour moi, en fait, ce qui est plutôt immature, c'est de ne pas travailler sur soi et de ne pas prendre soin de sa santé mentale et de croire en fait que, tu sais, ces gens qui disent non mais moi de toute façon je changerai jamais, je suis comme je suis, mais c'est tellement dangereux et c'est tellement destructeur pour les relations parce que c'est considéré que c'est à l'autre de s'adapter à tes défauts, de s'adapter à tes états émotionnels et c'est moi ça que j'ai appris surtout sur ces temps de thérapie en tout genre, c'était de prendre la responsabilité de ce qui me traverse et de me dire en fait est-ce que même dans les désaccords, on en a tous, tu vois, et tu vois à quel moment quand tu es face à un pote ou face à un collègue, tu vois que tu n'es pas en accord et tu vois le moment où en fait tu cherches à avoir raison à tout prix et où tu te retrouves tout seul. Alors soit tu es celui qui se fait écraser et à qui on interdit d'avoir un discours ou une pensée différente ou un ressenti. Et donc là, tu le vis corporellement. T'es là en train de te faire écraser par l'autre qui dit non mais t'as rien compris. En fait, moi et mon raisonnement et ma vision est la bonne. Soit t'es aussi dans la démarche où tu prônes une idée à tout prix et tu veux avoir raison. Et là, t'écrases l'autre. Et c'est peut-être ça que ça m'a appris tout ça, c'est de me dire est-ce qu'on peut essayer d'apprendre à écouter et de se dire qu'on peut avoir des visions différentes et qu'on n'a pas besoin de trouver un accord, mais juste respecter l'autre, entendre l'autre avec son ressenti, sa vision. Et je crois que c'est le grand message de tout ça, c'est me dire est-ce qu'on peut prendre soin de nos relations ? Et prendre soin, c'est pas forcément être d'accord, mais c'est juste se rendre compte que les mots, ils ont une portée, qu'ils peuvent être destructeurs et que surtout, ils peuvent effacer l'autre et l'écraser. C'est un message que tu passes d'ailleurs à travers ce roman graphique et ces podcasts. Ces podcasts aussi où on apprend que tu as essayé énormément de thérapies différentes. Oui. Par exemple, lesquelles tu trouves ont été salvatrices pour toi et il y en a d'autres pas du tout. Peut-être que je peux prendre l'exemple il y a un moment où je découvre une pratique de yoga un peu particulière qui s'appelle le yoga Kundalini, qui est un yoga où c'est pas uniquement des postures sportives, c'est quelque chose où tu vas de nouveau fermer les yeux, être à l'intérieur de toi et écouter ce qui se trame à l'intérieur. Et c'est une pratique qui est géniale parce que moi, ça m'a appris avec des respirations à traverser le même espace de respiration que celui que j'avais quand j'étais en crise d'angoisse, sauf que là, j'arrivais à être apaisée, à traverser. Donc ça m'a fait beaucoup de bien et très vite, j'ai voulu me former. Et donc, je suis partie dans une espèce de domaine en pleine forêt où j'ai été me former et c'était positif et négatif. Les deux coexistent et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que je pense qu'il y a évidemment plein de charlatans dans le milieu du développement personnel, mais il y a aussi des endroits où tu peux avoir un peu des deux et un milieu où c'est à toi en tant qu'individu de trouver le juste libre arbitre pour dire quelles sont tes limites et prendre ce qu'il y a à prendre et en même temps dire ça c'est pas ok parce que ça dépasse les bornes. Donc je me retrouve au milieu de la forêt et je fais cette formation et il y a un espèce de gourou qui fait des prêches le soir et parfois
ces mots sont pas du tout OK, moi je suis pas du tout d'accord avec ça, mais par ailleurs, il y a des pratiques qui sont géniales. Et puis, il y a aussi ce moment où moi, j'ai grandi à la ville, à Liège. Après, je suis allée vivre à Bruxelles pour mes études. J'étais encore à la ville. Et après Paris, n'en parlons pas, il n'y a pas beaucoup de forêts. Et donc, c'est très tardivement que j'ai compris que la nature était une vraie ressource. Que moi, mon système nerveux, qui peut être très vite comme ça, me poser dans l'herbe, c'est con, ça peut paraître niais, mais réellement, ça te permet de ralentir. Et donc, dans cette forêt, je vais découvrir, en fait, c'est la rivière, les arbres. On va devoir se lever hyper tôt le matin pour se laver à la rivière qui est glacée. Donc, c'est des expériences où tu es là, tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là? Mais néanmoins, je vois que ça me fait un bien fou. Et là, j'ai une espèce d'illumination. Il m'est proposé de passer une nuit dans la forêt, de choisir un arbre et d'être à son contact. Et moi, je me dis, mais tout y est pour que je crève dans cette forêt, quoi. Je déteste, j'ai peur du noir, mais j'ai peur de tout. Donc, j'ai peur du noir et je me dis, mais qu'est-ce que je vais foutre? Et je trouve un arbre, ça n'a aucun sens. L'arbre n'a pas du tout l'air confortable, il y a des branches dans tous les sens. Et je me dis, écoute, t'es là, fais l'expérience, en fait, arrête de juger. Finalement, t'es venu, donc vas-y. Et donc, je vais sur cet arbre. Et je suis contente parce que je me dis, j'ai pas peur. Ce qui, franchement, est assez cool à vivre. Déjà, je suis fière de moi. Et puis, à un moment donné, j'ai pas peur, mais il y a un bruit. Et là, un bruit au milieu de la nuit, je me réveille, mais tu sais, tu dors pas vraiment, t'es dans un état second. Et quelqu'un s'approche, et là, je me dis, putain, mais non, je vais dire les mots, il faut peut-être que j'enlève le putain. Non, j'entends des bruits de pas. Là, je sursaute, et je me dis, c'est pas vrai, ils ont payé des gens pour nous buter ou nous faire peur. Enfin, je monte en épingle un scénario. Le type approche et tout, et moi, je suis vraiment accrochée à mon arbre, en tremblant. Et en fait, le gars finit par pisser sous mon arbre. Je passe de la crise d'angoisse au fou rire. Je continue ma nuit. Donc, il ne m'a fait aucun mal et donc tout allait bien. C'est juste un gars qui avait besoin de pisser, quoi. Et je continue ma nuit et je suis dans un état un peu second. J'ai des branches un peu partout et en fait, j'ai une espèce de moment d'épiphanie improbable où je me sens en connexion amoureuse avec mon arbre. Il se passe quelque chose, mais c'est improbable à raconter, mais il y a eu ce truc où vraiment j'ai eu la sensation d'avoir une connexion énorme à la nature. Je suis tombée en amour pour cet arbre. Ça m'a permis de traverser à la fois l'angoisse d'être dans cette forêt et à la fois l'amour de me dire, OK, je suis juste là, je respire, c'est beau. La nature, je me sens protégée par la nature. Et en fait, c'est des moments un peu étranges à raconter parce que ça paraît complètement fou. Et en même temps, je pense que toute personne qui passe un peu de temps en forêt ou en nature finit par être peut-être traversée par ces élans d'amour très simples et très basiques qui font beaucoup de bien. Donc tu vois, à la fois, j'étais dans un espèce de ce qui peut s'apparenter à une secte, avec un gourou qui avait vraiment des prêches qui pouvaient être dangereuses et avec lesquelles j'étais pas en accord. À la fois, il m'a transmis des pratiques et il nous a proposé des exercices initiatiques qui sont encore aujourd'hui de réconfort, car quand je vais mal, je vais me coucher dans l'herbe et je vais faire des câlins à des arbres. Et oui, ça peut être idiot et j'ai pu rire de gens qui faisaient ça. Mais concrètement, en 5 minutes de temps, je passe d'un état de stress à un état d'apaisement et de plaisir. Donc en fait, franchement, je le recommande vivement. Donc tu as quand même ressorti énormément de bonnes choses finalement de ces thérapies. Oui, parce que tu vois, de nouveau, je trouve que la méditation et le yoga, on les met dans une espèce de mouvement New Age, tu vois, très connoté négativement. Mais pour le coup, je trouve que c'est totalement injuste de dire ça. C'est totalement inexact de dire ça parce que le yoga et la méditation sont vraiment des outils qui sont à la fois aussi recommandés dans les cliniques psychiatriques. C'est des outils d'hygiène mentale qui sont tout aussi importants que de se brosser les dents en réalité. C'est pas des objets magiques avec une pensée magique qui va te transformer, pas du tout. C'est plutôt quand tu médites et que tu te tais, tu fais face à tout ce que tu as mis de côté, tu fais face à tous tes petits comportements qui sont un peu gênants, tu fais face aussi aux comportements qui t'ont été désagréables, et ça te permet de regarder les choses, de prendre de la distance avec ça. Et c'est plutôt un acte d'hygiène et d'intelligence, je pense. C'est pas du tout une pensée magique où les choses se transforment à un remède miracle. Non, tu fais bien face à la fois tes conneries et à la fois aux trucs qui sont pas cool à vivre, mais que tu as accepté et à digérer. Pour moi, c'est vraiment comme à l'image du sommeil, ça te permet de digérer des situations, du stress
Et donc vraiment, c'est des outils qui sont importants. Tu parles d'ailleurs de responsabilité de son bien-être dans ce roman graphique. Ça t'a responsabilisé au fait que finalement, il fallait prendre le temps de bien se sentir avec soi et avec ses pensées. Toutes ces thérapies ont permis ça, le fait finalement de mieux se sentir. Et comme on est ce qu'on mange, on est également ce qu'on pense. Et ça t'a permis d'avoir des clés pour mieux te sentir alors. Ce qui m'a aidée surtout, c'est dans la relation. En fait, je trouve dans la relation à l'autre, je pense que jusqu'à 35 ans, il y avait beaucoup de choses qui m'arrivaient où je donnais la responsabilité à l'extérieur. Je me disais, ah, mais le patron, la chaîne où je travaille, les gens sont pas corrects, j'ai encore chopé un amoureux qui est pas bon pour moi. Mais en fait, c'était aussi, moi, me déresponsabiliser du choix que je fais. J'ai le choix d'être à l'endroit où je suis, j'ai le choix de décider de travailler pour telle ou telle personne, j'ai le choix de mon amoureux. Et donc, il y a un endroit dans le mal-être où je me déresponsabilisais de ce que je choisissais. Alors évidemment, il y a des comportements qui sont inacceptables et tu dois mettre une limite. Mais accepter de rester, c'est aussi une forme de responsabilité. Je vais mettre à part des comportements qui sont réellement inacceptables. Je ne dis pas qu'il faut prendre la responsabilité. Une femme battue ne doit pas prendre la responsabilité des actes qu'elle subit, jamais de la vie. Néanmoins, il y a un endroit dans des situations plus ou moins normales où tu fais le choix de rester dans une situation qui te convient plus ou moins bien. Et la seule chose que tu puisses faire, c'est gérer tes états émotionnels par rapport à ça. C'est comment est-ce que je peux regarder la situation autrement et décider si c'est intenable de partir, si tu le peux, ou si c'est pas possible de partir, ou si tu te sens pas capable parce que t'es acculé par la souffrance, et de demander de l'aide ou d'essayer en tout cas de ne pas nier l'état émotionnel dans lequel tu te trouves, de vraiment te confronter au bordel que c'est d'être humain, tu vois. Mais à 35 ans, je me suis dit là, il est temps. C'est que je suis dans une relation amoureuse, je vois qu'il y a des choses, ou une colère, ou un mal-être, et en fait, la personne en face de moi n'est pas responsable de ça. Et au fur et à mesure des thérapies, alors tu constates que tu vas un peu mieux, tu trouves des outils pour aller un peu mieux, mais il y a toujours quelque chose de sombre en toi. Tu veux explorer plus intérieurement ce que tu ressens, et là tu tombes sur une thérapie, sur une thérapie avec de la MDMA, mais que les Suisses utilisent avec le LSD, et c'est tout à fait permis là-bas sous des usages thérapeutiques pour explorer son soi intérieur. Tu trouves donc un médecin, mais qui n'est pas du tout autorisé pour le faire, un thérapeute pour t'accompagner dans cette nouvelle expérience. Qu'est-ce que t'en retires de cette expérience ? Déjà, j'avais très peur parce que c'était la première fois que je prenais de la drogue de ma vie, et je me suis dit c'est quand même un peu hallucinant d'aller prendre de la drogue pour aller mieux. J'étais pas tout à fait... Je me disais mais où en suis-je pour tester ça ? Mais ce que j'en retire, c'est... Et c'est un discours un peu particulier, et ça peut paraître immoral, mais c'est vraiment ce que j'ai traversé dans ce trip sous MDMA thérapeutique. C'est que je sais que le point de départ de ma peur, à ce moment-là, c'est les attentats du 13 novembre, et j'ai beaucoup de mal à accepter que ça existait. J'ai beaucoup de mal à accepter qu'il y ait des gens qui soient réveillés un matin pour ôter la vie à d'autres. Et ça, c'est vraiment la pensée que j'arrive pas à accepter. Et la réalité, c'est qu'une fois que je revisite ce souvenir d'attentat et que je me repositionne par rapport à tout ça avec l'aide de la drogue, j'en viens à trouver une empathie pour ces terroristes. Alors, je soutiens pas les actes, mais ce que je pouvais voir, c'était me mettre dans leur basket et de me dire mais à quel point c'est triste d'en arriver à n'avoir comme seul recours pour s'en sortir avec le sens de ta propre existence, comme seul recours tu as de prendre les armes et de tuer des gens. Et en fait, il y a eu ce moment où je me sentais en empathie par rapport à ce désarroi et ce désespoir dans lequel ces hommes ont pu se trouver pour, à un moment donné, prendre des armes et tuer d'autres. Et alors c'est, à nouveau, je le répète, un peu immoral, mais vraiment se dire...
En fait, moi, j'ai eu de la chance. Je suis née dans une famille où on m'a aimée, où on m'a aidée. J'ai trouvé du boulot. J'ai pu être aidée quand ça allait mal. Je me dis, en fait, ces gars-là, il y a un moment où ça s'est pas passé comme ça. Il y a un moment où ils ont dû se sentir exclus d'une façon ou d'une autre, où ils n'ont pas été aidés, où ils ont rencontré les mauvaises personnes, et ils en sont venus à tuer des gens. Et donc, ressortir de là, c'est accepter, en fait, déjà aussi que, tu sais pas ce que les épreuves de la vie te font faire, mais parfois le seul recours c'est la mort et c'est hyper triste. Et donc je ressentais une profonde tristesse pour ces gens qui en sont arrivés là. Et donc ça m'a aussi réconciliée avec le fait que tu peux rien y faire. Il y a des trucs qui t'arrivent dans la vie. Tu sais pas pourquoi et tu sais pas, tu perds des proches, tu te retrouves dans des accidents, tu vis des drames, tu vois des gens souffrir. Et c'est ça aussi grandir, c'est accepter que ça existe. Et moi, j'ai cherché, je pense, dans ces thérapies, un monde merveilleux, où j'allais chercher, mais non, mais en fait, je rencontre de nouvelles personnes, c'est beaucoup plus bienveillant, on sait se parler avec gentillesse, avec douceur, donc en fait, c'est le monde qui va mal. Et en fait, je me suis imaginé qu'il y avait un monde parallèle et que je pouvais le construire et que je pouvais vivre dedans. Et je pense qu'il y a un moment où il était très temps aussi que je revienne à la réalité de non, en fait, oui, le monde est fait de choses positives et négatives, mais l'objectif, c'est pas d'inventer un nouveau monde magique où tout va bien, c'est plutôt d'accepter que tout existe et que ça fait partie de l'existence humaine. Donc ça, c'était un pas supplémentaire vers finalement la guérison de ta santé mentale. Rappelons quand même que la thérapie sous drogue n'est pas autorisée ici. Mais elle est complètement légale pour soigner les chocs post-traumatiques aux États-Unis. Enfin, certains États des États-Unis, en Suisse, en Israël. Il y a beaucoup d'États qui avancent en ce sens. Et d'ailleurs, Quotidien a invité d'ailleurs une experte en la matière. Une experte de thérapie sous LSD et ils en parlaient d'ailleurs, je vous renvoie vers ça. Oui, la médecine psychédélique est un vrai terrain d'exploration en santé mentale, ça a toujours été le cas dans les années 70, c'était étudié en hôpital psychiatrique, il y avait des études qui prouvaient que ça aidait dans les dépressions graves, dans les addictions, l'alcoolisme aussi. Dans l'alcoolisme bien sûr, et pour des raisons politiques, ça a été interdit et diabolisé. Et on a oublié toutes ces études. Et là, c'est très, très important aussi que ça revienne. Il y a pas mal d'études qui sont faites en France et en Belgique sur le sujet. Et c'est vraiment pas un truc farfelu, pas un truc chamanique. Mais pour le coup, pour l'avoir expérimenté, mais c'est merveilleux de voir à quel point ça peut transformer les choses. Il y a aussi un livre, c'est je crois Intérieure Nuit de Nicolas Demorand, qui est un des grands journalistes qui présente les tranches info du matin sur France Inter, qui raconte tout son parcours avec sa bipolarité et qui a eu des thérapies sous kétamine qui l'ont vachement aidé à retrouver une forme d'espoir alors que il avait des mouvements dépressifs hyper graves. Donc c'est pas du tout c'est pas récréatif, il y a vraiment des études qui prouvent que c'est utile. Voilà, et donc il faut s'informer sur ce sujet, mais ça reste illicite ici. Bien sûr, et il faut faire attention à le faire dans de bonnes conditions. Bonnes conditions, absolument. Et certainement pas de manière récréative, et certainement pas avec... Enfin, non, ça n'a aucun intérêt si c'est... Si c'est uniquement récréatif, etc. On passe à une autre forme de thérapie que tu as faite, que tu as réalisée et dont tu parles dans ce livre. Tu en parlais en début d'interview. Le silence. Une retraite de silence de 10 jours. Au début, à quoi est-ce que tu penses dans une retraite de silence? Au début, je suppose que c'est un gros bordel, comme on appelle ça dans ta tête, et ça se pacifie au fur et à mesure. Oui, et je crois que c'est pour ça que la forme du roman graphique était importante pour raconter le silence, c'est que le silence n'est pas du tout silencieux, il est vraiment extrêmement bruyant. C'est-à-dire que tu arrives et tu te dis, en fait, je vais passer 10 jours à être assise, 10 heures par jour. Voilà, je vais sans doute m'ennuyer, mais c'est pas très grave. En réalité, quand tu t'assieds pour méditer pendant 1h, 1h30, 10 fois par jour, tu as des douleurs physiques énormes. Donc c'était important de le raconter en roman graphique parce que pour moi, c'est pas ça aurait pu être un livre, mais ça m'intéressait pas parce que je trouve que le récit a à se ressentir. Et l'idée d'avoir ce personnage principal auquel le lecteur va pouvoir s'identifier, en fait, va pouvoir se mettre dans la peau de cette fille qui vit cette retraite, c'était important parce que c'est vraiment physique. Tu ne fais rien,
t'es assis et bizarrement, il se passe 1 milliard de mouvements dans ton corps. Tu entends de mieux en mieux à travers les jours. Enfin, c'est très bizarre, hein, tu vois, au bout de 4 jours, de n'avoir plus d'informations, tu vois, plus de radio, plus de voix, etc. T'as la sensation que tous tes sens s'affûtent. Et il y a un moment où j'entends un bruit de feuillage et tout, je vois une taupe à 10 mètres rentrer dans un trou. Mais enfin, ça me paraît un peu fou, tu vois, mais je n'avais pris aucune drogue. Hein, et c'est vraiment très bizarre, tu vois, t'es beaucoup plus qu'un animal, t'entends mieux, tu goûtes différemment, les couleurs se contrastent au fil des jours. Après, tu vis vraiment des inconforts, t'as très mal partout, des douleurs dans le dos. Et en fait, pour moi, en tout cas, ce que j'ai compris de ça, c'est que ton cerveau est en train de te dire que t'es en train de mourir. Clairement. Okay. Tu fais tellement l'inverse de ce que tu fais au quotidien, c'est-à-dire partir à gauche, à droite, faire des rendez-vous, parler, travailler, etc. C'est tellement contre nature, alors que finalement c'est plutôt naturel comme mouvement d'être assis à respirer. C'est devenu tellement contre nature à force de culture, d'éducation, de ne rien faire, que ne rien faire, ça donne une information à ton cerveau de panique, les gars, on est en train de crever. Et donc, je crois vraiment que c'est ce qui fait que tu as des douleurs aussi physiques où ton corps te dit il faut absolument bouger là. On va crever, il faut avancer, il faut faire des choses. Ce n'est pas possible d'être là, à ne rien faire. Donc, c'est un vrai effort, en fait, de se poser et de rester en silence et de ne faire que respirer. Mais tu ne pouvais rien faire, genre du sport, etc. C'est pas permis, quoi. Non. Ok. L'idée, c'est vraiment, tu dois être face au vide. Donc, tu as le droit de te promener dans un jardin qui est limité avec des panneaux. Donc, vraiment, oh, waouh, génial. Tu vois, t'as fait tes 10 mètres et tu dis, ah bah super, trop bien. Donc t'as vraiment le temps de t'ennuyer. Le truc qui devient kiffant, c'est qu'à la base, franchement, les repas, c'est vraiment pas la fête. Hein. Et bah, au fil des jours, manger une pomme devient l'excitation de ta journée. Tu vois? Et donc, ça te ramène à un endroit de plaisir minimaliste et assez savoureux. Et c'est ça que je raconte, c'est qu'à la fois, t'es obligé de passer par des inconforts physiques, mentaux, où t'as l'impression de devenir fou. Tu rumines des doses, tu revois, je sais pas moi, des amis avec qui tu t'es disputé il y a 20 ans et où tu t'es jamais rabiboché, ça ressurgit, tu te sens comme une merde. T'as des moments où tu penses à ta famille, tu dis ah, est-ce qu'il leur arrivait un truc Moi, c'était marrant parce que pendant les 10 jours où je me suis absentée du monde, j'ai eu un dégât des eaux chez moi et je me suis sortie de là et il y avait la guerre en Ukraine. Et pendant 10 jours, tu t'es dit mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Et surtout, tu te dis en fait, je ne suis rien et le monde complètement continue de tourner sans toi et tout va très bien se passer. Et donc ça te renvoie à cette idée d'être finalement vraiment une cacahuète dans le monde et de pas être très important. Ça doit faire du bien aussi, ça, quand même. Ça t'a fait du bien assez rapidement, ça, de constater que le monde continue à tourner sans toi, non ? À la fois, je pense que c'est pas agréable de se sentir si peu utile. Et à la fin, ça devient vraiment réconfortant parce que tu te dis, ça rediminue aussi tous les enjeux que tu te mets. Et on va te dire, calme-toi à te raconter que t'es très important, tu vois. Donc ça fait du bien. Mais c'est assez étrange, parce que tu relativises énormément de choses. Mais je pense que l'inconfort est d'abord le passage obligé. Il ne faut pas y aller en se disant ouais, ça va être génial. Non, ça va pas être génial du tout. Et c'est seulement quand tu acceptes de vivre un inconfort physique, mental, etc., que tu peux vivre des moments où tu as vraiment la sensation, tu sais, cette image d'Épinal du méditant qui survole réellement, oui. Tu peux atteindre cet état-là. Enfin, moi, je l'ai vécu, mais tu peux aussi ne pas le vivre du tout et tu peux passer 10 jours à avoir mal au dos et ne pas dépasser cet état-là. Tu vois, c'est très incertain ce que tu vas vivre. Toi, tu étais prête apparemment, et donc c'est ce que le gars qui donne la formation. Alors, je sais pas comment t'appelles ça. C'est un professeur de méditation. Voilà, c'est ça. C'est simplement quelqu'un qui est là et qui a un recours technique. C'est-à-dire que tu peux aller le voir pour lui poser des questions techniques. Tu peux pas aller le voir pour dire au fait, moi, j'ai eu un truc qui s'est passé, c'était excellent, j'ai plané, tout ça, non. Il te dit, non, alors moi, ça ne m'intéresse pas. Je suis là pour vous parler de la technique et je suis pas un psy. Je suis pas là pour vous aider. Tout ça, vous le gérez à la fin. Mais oui, il t'aide. Donc, c'est vraiment un prof de méditation. Il n'y a pas une idée. C'est pas du tout. Moi, je partage pas une pensée religieuse ou un dogme. C'est pas ça. C'est vraiment juste apprendre à être là, respirer
et regarder ses pensées passer. Et t'apprends bien justement à méditer dans ce roman graphique. On comprend mieux ce que c'est finalement, parce que ça paraît très abstrait. Moi, je me voyais pas du tout un jour méditer dans ma vie avant de lire ça. Et finalement, tu te dis, tiens, ça doit faire quand même du bien de se recentrer et de se dire qu'est-ce que j'ai vécu aujourd'hui? Est-ce que ça c'était bien? Est-ce que c'était pas bien? Qu'est-ce que je devrais faire pour régler ça? C'est finalement des moments où tu te retrouves avec toi-même, et ces moments-là sont très très rares dans notre vie de tous les jours. Tu continues à méditer? Ouais. Ouais. Oui, je continue à méditer, mais pour moi, c'est la seule complexité sur la méditation, c'est pas que tu vas écouter ton raisonnement et chercher à analyser des choses, c'est justement à chaque fois que ton cerveau se met à mouliner, de dire « Ah oui, alors en fait, j'ai oublié de dire ça à Micheline, j'ai oublié d'acheter ça », c'est de voir ta pensée et de la regarder de l'extérieur et dire « Ah, une pensée ». Et donc d'arrêter au moment où tu vois que tu mets une pièce dans la machine réflexive, de dire « Ok, je vais revenir à la respiration ». Et donc revenir toujours à ce souffle qui passe. Et juste se focaliser. Donc en fait, tu dois désapprendre à t'accrocher aux pensées. C'est ça qui est le plus compliqué et qui prend un temps fou. Parce que notre nature et ce dans quoi on a grandi et l'éducation dans laquelle on s'est construit nous pousse à avoir une réflexion, nous pousse à avoir une image de soi, à la défendre, à avoir un discours, etc. Là, tu dois sortir de ça, c'est te mettre à distance de tes pensées, dire « Ah, j'ai vu une pensée ». Et c'est pas grave si tu penses pendant 1 heure. C'est juste l'effort de dire « Ah, j'ai pensé, je reviens à la respiration ». C'est ça, méditer. Mais apprendre à ne rien faire, c'est la seule chose qu'on n'apprend pas. C'est vrai. Oui, c'est vrai, on n'a jamais appris à faire ça. Non. Ouais. On t'apprend à faire toute ta vie et le travail, c'est faire. Le sport, c'est faire. Il n'y a aucune activité où on t'apprend à ne rien faire. Et limite, on te culpabilise de ne rien faire parce qu'on te dit « Mais en fait... Et quoi, ça va pas se faire tout seul ?» En fait, il y a des moments où ça fait vraiment du bien de se dire, et pour l'ego, et pour juste se ressourcer, quoi. Retrouver une zone où t'as pas cette pression à faire de l'argent, à faire du business, à même construire une pensée. Est-ce qu'on peut s'autoriser juste à, je sais pas moi, habiter notre corps et se dire, ok, ça suffit? Tu le montres bien. Et tu maîtrises assez... mais c'est vrai, c'est très bien fait. Tu le montres bien dans Neuf, alors, ton roman graphique. D'ailleurs, on parlera de tous les détails pratiques, etc. avec Manon, qui t'a aidé fort sur ce bouquin, qui a dessiné donc, tout ça et qui a mis en couleur cette histoire. On en parle juste après, mais d'abord, on va parler de cette maîtrise que tu as atteinte au bout de 10 jours. En réalité, 8 jours. Tu arrives à un tel niveau de maîtrise à ce moment-là qu'il y a un souvenir qui ressurgit, que tu avais complètement zappé. Tu avais fait un déni alors, ce qu'on appelle un déni. Et ce souvenir-là, il ressurgit et tu vas t'en emparer en sachant pas si c'est un vrai souvenir dans un premier temps. Tu l'expliques extrêmement bien dans le roman graphique. C'est aux 3/4 de l'histoire, donc on ne va pas le révéler. Ce souvenir, tu savais qu'il était là au fond de toi, et que tu étais en déni, ou tu ne le savais pas, et finalement c'est grâce à la méditation que tu l'as su? En fait, au fil des jours, quand tu médites, tu as vraiment l'impression que tu vides tes poubelles mentales. C'est très étrange, c'est comme si tu prenais ton cerveau avec cette librairie de souvenirs et que tu avais tout ce que tu as pu mettre un peu de côté ou ce qui était inconfortable qui ressurgit. Tu as aussi les moments magnifiques qui ressurgissent. Et ce que raconte en tout cas le professeur de méditation, c'est qu'au fil des jours, en effet, tu vas aller de plus en plus profondément dans des souvenirs qui peuvent être beaucoup moins conscients. Donc moi, ce qui arrive le 8e jour, cette vision qui réapparaît, j'ai pas du tout le souvenir de ça. J'ai des détails de ce souvenir, l'endroit où je me trouve, qui, comment, mais ce que je vois, aucun souvenir. Très perturbant, parce que tout se joue comme une scène de cinéma qui tourne en boucle et tu te dis mais est-ce que je suis folle? Est-ce que j'invente? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est grave? Et
c'est une des possibilités. En fait, quand tu médites et que tu apprends à méditer de plus en plus, tu peux aller rechercher des mémoires enfouies, émotionnelles, corporelles. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, je ne pensais pas que c'était possible, en fait, que quelque chose se réveille et soit imprimé ou soit engrammé dans le corps. Et c'est très troublant, parce que mon premier réflexe quand ce souvenir réapparaît, c'est de me dire, c'est faux. Et à la fois, un souvenir où tu vis dans ton corps exactement ce que tu as ressenti à l'époque où ça s'est passé, tu ne peux pas le remettre en question. Il y a quelque chose de très vrai. Mais après, moi, ma réalité en tant qu'individu, c'est que je vais chercher à voir si c'est vrai ou faux. Mais ce qui est assez troublant, c'est de se dire que le corps a sa propre science, quoi. Et qu'on croit tout connaître avec notre cerveau, et on croit être convaincu de choses, et on se fait tous une propre biographie, une autobiographie où on sait plus ou moins ce qui nous est arrivé dans la vie. Mais en fait, ce que moi j'ai appris après ces 10 jours de silence, c'est de me dire, en fait, mon corps a imprimé des choses dont je n'ai pas conscience. Et ça, c'est assez fascinant, parce que tu te dis, mais en fait, il peut savoir des choses, il peut savoir quand il se sent bien. Et finalement, c'est ce que j'ai trouvé aussi comme bel outil à la fin de tout ça, et c'est ce que je retiens de positif, c'est que quand j'arrive quelque part, je sais si mon ventre se tord ou si je me sens bien. Et je pense que ça révèle beaucoup de choses, et que c'est pas con, en fait, d'écouter son corps et de se dire, ah, je suis dans un bureau où je me sens pas très bien. Et en fait, lutter contre ça, c'est plutôt une perte de temps. Je pense qu'il y a plein de moments, moi, où professionnellement, j'étais pas forcément bien dans les équipes où j'étais. Je me disais, oui, bon, allez, on s'en fout, parce que c'est quand même important d'être là, et donc c'est bien pour toi. Mais en fait, l'état corporel dans lequel tu te trouves te révèle plein de situations, même dans les rencontres amoureuses, clairement. En fait, tu peux être attiré par quelqu'un, mais tu peux te sentir complètement contracté. Et en fait, au final, à un moment donné, tu sais très bien que 4 ans plus tard, c'est ton ressenti et ton inconfort qui prendra le dessus sur l'idée de se dire « Ah, cette personne me plaît ». Tu dis que c'est fascinant, mais c'est en même temps terrifiant de se dire « Tiens, je peux clairement oublier des choses et faire un déni ». Oui. Tu t'imaginais sujette à ça, en fait? Est-ce que jamais? Enfin, comment est-ce que tu peux savoir? Mais Pinot, moi j'étais trop contente d'aller là, je me suis dit bon, ça va être dur et tout, je vais pas aimer être face à ma tête, j'avais très peur d'être dans ma tête, mais à aucun moment je me suis dit, moi le 8e jour, je commence à planer, j'ai des moments d'épiphanie, j'avais, bon voilà c'est un détail con, mais j'avais mes règles ce 8e jour et je m'étais dit mais ça va être horrible physiquement. Ça va être horrible. Et en fait, la réalité, c'est que je suis rentrée dans un état méditatif qui était... Je ne sentais plus mon corps, j'avais plus mal au ventre. Je disais, ah, mais attends, mais quelle technique géniale! Je peux me séparer de la douleur physique qui est concrète. Avoir ces règles, ça fait mal. Donc, c'était un confort incroyable. Donc, je ne m'attendais pas du tout à vivre, à être traversée par une vision qui allait être un peu violente et qui allait aussi remettre en question toute ma biographie. Parce que moi, je me suis construite en ne sachant pas que ce truc existait. Et puis après, j'ai compris qu'en fait, ça avait une incidence sur tous mes choix. Absolument tout. Donc c'est hyper... ça m'a libérée. Je me suis dit, ah, mais en fait, je comprends mieux mes comportements, je comprends mieux cette peur. Et en fait, je suis pas folle. Mais quel plaisir de se dire, en fait, ah, ok. En fait, tu as trouvé l'origine de tout ce qui était sombre dans ce 13 novembre aux attentats du Bataclan. Mais je me suis surtout rendu compte que le 13 novembre était un espèce de... C'était un revival d'un état dissociatif que j'avais vécu bien avant. Donc le 13 novembre, c'était pas l'endroit où la peur... Où la peur est née. Oui, je pensais que c'était ça. Je me suis dit, c'est bizarre, pourquoi je m'approprie ce drame? C'est bizarre, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que la peur était arrivée beaucoup plus tôt. Bien avant. Ouais. Donc, avec ce parcours thérapeutique qui est pour le moins exhaustif, on peut dire que tu as vraiment tout essayé, quoi. Quasi tout, en tout cas. Beaucoup. Et finalement, ça a payé. Ça a payé. Et aujourd'hui, est-ce que tu te sens mieux? Ah ouais. Ouais. Bah oui. Après, je me sens mieux, je me sens plus responsable et surtout, je prends soin de ma santé mentale. Vraiment. Je m'occupe de prendre soin de mes émotions. Quand je suis pas bien, quand je me sens faible, je prends le temps de digérer ce qui me traverse. Et c'est ça la plus grande clé. Alors après, tu te dis, bon, est-ce qu'il y avait besoin de dépenser autant d'argent pour découvrir ça? En tout cas, moi, j'ai dû faire ça. J'ai pas trouvé d'autre solution. Je souhaite à tout le monde de trouver la solution bien plus tôt. Et
Mais je pense que c'est ça la clé, oui, c'est de prendre soin, c'est-à-dire méditer ou faire du yoga, retourner dans son corps, se ressourcer, arrêter de blâmer les autres pour des états émotionnels, poser ses limites aussi, dire non quand c'est pas OK, parce que se taire et subir des comportements qui sont inacceptables, c'est pas du tout une solution non plus, c'est pas ce que je revendique. On n'est pas responsable de tout, mais on est responsable de ces états, des mots qu'on pose et du fait de prendre soin des relations qu'on a autour de nous. Tu vas donc mieux et tu souhaiterais que tout le monde aille mieux, je suppose. Enfin, c'est un souhait finalement que tu as en écrivant ce roman graphique, en faisant ce podcast. C'est certainement ce souhait qui a créé ces deux œuvres ou pas du tout? Je vais mieux, mais je crois que j'ai surtout appris à accepter qu'il y a des hauts et des bas. Et donc ce que je souhaite moi plutôt, c'est de me dire... j'ai été prise par l'idée de vouloir aller mieux, aller toujours mieux, etc. Et je me suis un peu perdue en chemin. Je me suis paumée entre la partie de moi qui avait peur et l'autre qui était obsédée par le bonheur. Et en fait, la réalité, c'est que j'ai surtout appris à accepter qu'il y avait des hauts et des bas et que j'ai juste à gérer les mouvements que ça crée en moi. Donc, mon souhait, c'est de plutôt partager le fait que on peut, chacun à notre manière, prendre soin de ça. Tu vois, accepter, apprendre à négocier avec ses émotions, apprendre à mieux se comporter dans la vie, c'est surtout ça, je crois. Mais c'était surtout de voir à quel point on est traversé, quoi, par des états, des sensations, et qu'il y a un monde à l'intérieur, tu vois. Et le roman graphique est génial pour ça, parce que grâce au dessin, tu peux raconter des ressentis. Et après, j'ai eu beaucoup de chance de travailler avec Manon Carcenti, qui est mon illustratrice, parce que je trouve que son trait, son travail au crayon, à la main, c'est un travail immense, permet de raconter tout ce qu'on peut vivre. Et c'est pas tant les mots qui permettent de raconter ça. Enfin, évidemment, les mots permettent, mais je trouve qu'il y a des dessins où quand je vis à un moment une espèce de sensation de claustrophobie dans mon propre corps, simplement parce que je ferme les yeux, elle le raconte avec un dessin, avec une espèce de labyrinthe, avec un mini-moi qui se promène. Et en fait, je trouve que... Enfin, en tout cas, j'espère que ça aura cet effet-là, mais moi, quand je voyais ces dessins, je ressentais ce que j'ai vécu pendant la retraite. Et donc, je suis trop contente parce que ce roman graphique, j'ai l'impression qu'il se ressent plus qu'il ne se lit. Mais bon, après, moi, c'est ce que ça me faisait. Et j'espère que les lecteurs vont se dire ça. Je sais pas ce que toi, est-ce que tu l'as vécu, de ressentir des états émotionnels en regardant les dessins? C'est vrai que oui, ça te fait ressentir finalement des états dans lesquels tu as pu être durant ta vie. Et si tu n'as pas été dans ces états-là qui sont dessinés, eh bien, ça te fait ressentir quand même. Tu vois un peu ce que toi, t'as ressenti, en l'occurrence, et ce que tu peux ressentir dans des états comme ça. Les dessins sont en effet très bien faits et reprennent de la couleur au fur et à mesure du roman graphique. Et c'est ça aussi qui est chouette de voir que tu reprends un certain goût à la vie, tu reprends un certain sens au fur et à mesure des découvertes que tu fais durant cette retraite. C'est ça que tu as voulu montrer aussi, je suppose. Oui, en fait, c'est vraiment pour ça que ça s'appelle Neuf. La vision qui apparaît, c'est le 8e jour. Et pour moi, c'était pas important. La vision n'est pas importante dans le roman graphique. Ce qui est important, c'est le fait de sentir une libération à la fin. C'est de se dire, OK, maintenant je comprends ce que j'ai vécu. J'en avais pas conscience avant de faire cette retraite. Oui, ça m'a fait souffrir. Mais en fait, je peux me dire que ça appartient au passé et qu'aujourd'hui, je ne suis plus définie par ça. Et donc, c'est ça l'objectif de ce roman graphique, c'est de montrer à quel point aussi un événement passé qui peut être négatif peut avoir une répercussion positive parce qu'on peut le regarder comme appartenant au passé et on peut envisager autre chose pour le futur. Et donc, c'est aussi ça, c'est que au bout de la semaine, j'ai un plaisir à tout un tas de petites choses vraiment banales. Oui, manger une pomme, c'est génial. Oui, regarder un arbre, c'est beau et c'est con. Mais quand tu le ressens profondément, t'as envie de partager ça. Le fait de dire qu'en fait, la satisfaction, elle vient de petites choses et elle vient pas d'une grosse voiture, d'un travail, d'une réussite professionnelle incroyable. C'est faux. L'argent n'amène pas le bonheur. Et en revanche, c'est plutôt, moi, ce que j'ai découvert en cours de route, c'est que des petites choses, des petites discussions, des moments trop jolis à vivre avec des amis et tout, mais ça me nourrit à un niveau magnifique. Et la couleur dans le roman graphique raconte ça. Le moment où tu as ton cœur qui s'ouvre, ce petit émerveillement, le beau paysage. Et je crois qu'on a... Enfin, franchement, j'aimerais que tout le monde puisse se réapproprier ces petites choses du quotidien et qui sont presque enfantines,
où t'as vraiment la sensation, tu vois, la joie pure de l'enfant, du nouveau-né qui, tu vois, goûte un nouveau truc. La réalité, c'est que cette retraite de silence, elle m'a amené ça. C'est que tout d'un coup, je retrouvais un plaisir à des choses que j'ai complètement oubliées dans mon quotidien, parce qu'en fait, je suis en train de faire 1000 choses en même temps. Je suis là sur les réseaux sociaux, je mange en même temps et tout. Mais si tu sépares à nouveau et si tu retrouves juste, je fais une chose à la fois. Je lis un livre, je lis juste un livre. Et je pose mon téléphone sur le côté. Je mange, je ne fais que manger. Je discute avec quelqu'un, je ne fais que discuter. Tu vois, reséparer toutes ces choses qu'on a empaquetées les unes dans les autres et qui font qu'en fait, on prend de plaisir à rien parce qu'on mélange tout. Et ça, vraiment, moi, j'ai halluciné. Sortie de là, j'étais là, une pizza, c'était incroyable. Être en silence, tenir la main de mon amoureux. Et ouais, ça peut paraître niais, mais c'est vraiment important. Est-ce que ce livre, c'est un appel à la méditation ? Je sais pas parce que moi, ça m'a donné envie. Franchement, je voudrais pas dire ça parce que je suis pas sûre que chacun ait fait. Moi, je pense qu'il y a plein d'outils. Et j'en ai trouvé plusieurs. Aujourd'hui, je sais que la méditation est un outil, le fait d'aller me ressourcer en nature est un outil, marcher, être dans la nature, oui. Le yoga aussi est un outil. Les trois coexistent. Mais il y a plein d'outils qui ne fonctionnaient pas pour moi. J'ai l'impression que c'est assez universel parce qu'on a tous un cerveau et on est tous amenés à l'utiliser beaucoup trop. Et on parle tous. Donc j'ai l'impression que ça peut être un outil pour tout le monde, mais je ne sais pas s'il faut commencer par ça. Il y a d'autres thérapies où tu t'es dit vraiment, là je suis tombé sur un truc de fou qui ne fonctionnerait pour personne, il faut absolument pas le faire. Non, je crois pas. En tout cas, ce que je... Jamais tu t'es dit, oh mon Dieu, c'est horrible ce qui vient de se passer, tu vois ? Non, je me suis juste dit qu'il fallait faire attention aux charlatans et qu'il fallait faire attention aux gens qui croient qu'ils ont des outils pour toi et qui te disent quoi penser. Il y a plusieurs reprises où j'étais face à des thérapeutes qui me racontaient ce que j'avais à vivre ou qui me racontaient ce que j'avais à ressentir. Et c'est là où je me suis dit c'est dangereux. Parce que quand tu vas mal, tu as besoin d'aide, tu cherches de l'aide et tu as envie d'avoir quelqu'un qui dit « Ah, mais moi, j'ai la formule magique, donc je vais t'expliquer comment ça marche. » Et après, tu vas être très heureux. Et ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et il faut faire très attention avec les gens qui essayent de te raconter ce que tu as à vivre ou ce que tu devrais faire. Une bonne thérapie, finalement, c'est toi qui l'as fait. C'est ce que t'en fais, toi. Pour moi, un bon thérapeute, c'est quelqu'un qui t'aide, comme un parent, à être autonome. Pour moi, le rôle de parent, c'est mettre au monde des enfants qui ont à découvrir qui ils sont et comment ils vont trouver le bonheur. Un thérapeute, c'est exactement ça. Il te donne des outils pour essayer de t'aider à aller mieux, mais ces outils, il te les donne pour que tu les fasses tiens et que tu puisses les mettre, que tu puisses les utiliser tout seul. Si tu as besoin de lui et tu vois qu'il t'amène à une espèce de dépendance, c'est pas un thérapeute. Il t'aide pas à être autonome, il t'aide juste à être dépendant de lui. Donc il y a un problème et là, ça devient du business. Ok, c'est ça la limite, finalement. Oui, et après... Chacun c'est une expérience. Et moi, oui, en voyant que j'étais dépendante de mes thérapeutes, ça m'a permis à un moment donné de me rendre compte de ça. Donc c'était un passage obligé qui était nécessaire pour moi. Comment éviter de tomber dans la boulimie thérapeutique, comme tu appelles ça ? Je sais pas. J'en sais rien parce que c'est franchement, quand tu te sens pas bien et que tu as des états émotionnels qui t'envahissent et qui t'écrasent, c'est difficile de renoncer à l'idée d'aller mieux, tu vois. Donc, j'en sais rien. Je sais pas comment on peut empêcher ça. En tout cas, c'est de nouveau, je pense que je peux que répéter ça. C'est voir l'endroit où quelqu'un te raconte qu'il a la formule magique et voir ça et comprendre que ça n'existe pas, quoi. Qu'il y a plein d'outils, mais qu'il n'y a pas de formule magique parce que tu ne peux pas nier le fait que l'existence humaine comporte son lot de bonheur et de malheur. Il y a différentes études qui prouvent que la santé mentale va au plus mal. Depuis le Covid, généralement, c'est en pleine hausse de différents problèmes mentaux. Un Belge sur 3 dit en 2024 qu'il a un problème de santé mentale. Alors ça peut être la dépression, ça peut être plein de choses différentes. Mais tu le vois autour de toi qu'il y a beaucoup de gens qui sont à la recherche d'aller mieux mentalement. Toi, tu as réussi à trouver les choses qui te conviennent. Qu'est-ce que tu pourrais dire finalement aux gens qui sont encore à la recherche de ces choses qui leur conviennent ? Moi, je dirais que la première chose, c'est que c'est pas un aveu de faiblesse de faire appel à quelqu'un et d'aller voir un psychiatre ou un psychologue. C'est plutôt un acte de bravoure et de courage d'accepter de se confronter au fait qu'on va mal.
Donc j'aurais vraiment, mon premier conseil, ce serait ça, en fait, c'est d'accepter de dire que l'on va mal et qu'on a besoin d'aide et aller chercher cette aide parce que c'est utile pour soi, en premier lieu, et utile pour tous les gens qui nous entourent. Ouais, ce serait ça, c'est d'arrêter de croire qu'en fait c'est un aveu de faiblesse. Mais tellement pas, en fait. Accepter de dire je vais mal, c'est d'un courage immense, en fait. Et en écoutant le podcast qui est lié directement au bouquin, mais qui étale un peu plus ce vécu, il ne se focalise pas uniquement sur la retraite. Ça raconte l'avant et l'après. Voilà, c'est ça. On comprend bien, en fait, que tu as cherché à aller mieux et tu l'expliques avec beaucoup de légèreté qu'il faut chercher à aller mieux. Qu'il faut absolument chercher ce qui nous convient, etc. Mais qu'on ne peut pas se laisser aller mal. Tu l'expliques assez bien, finalement, non ? Je sais pas s'il faut, en fait, il faut rien du tout. Moi, je crois que chacun vive sa route, mais moi, je n'arrivais pas à accepter d'être envahie par cette peur. Je n'arrivais pas à gérer mon émotionnel, j'arrivais pas à gérer cet inconfort, c'était invivable. Et donc, je n'avais pas le choix que de chercher. Mais ça, c'est mon... Après, c'est peut-être aussi... je mène des formations professionnelles, j'ai besoin d'aller comprendre, d'aller disséquer, analyser, et d'essayer de trouver un sens à tout ça. Sinon, à quoi ça sert, tu vois ? Est-ce que tu penses que ça peut aider des gens, ce podcast, qui est beaucoup plus figuratif et moins symbolique que le roman graphique ? Est-ce que tu penses que ça peut aider des gens d'écouter ça et de se dire, je suis un peu dans les mêmes dispositions là ? Ce que j'espère, c'est déjà... Quand tu te sens extrêmement mal et que tu comprends pas pourquoi tu vas mal, c'est difficile parce que c'est culpabilisant. C'est pas facile d'accepter qu'on va mal. C'est pas facile de le revendiquer. C'est pas facile de l'exprimer. Et je me suis sentie souvent seule quand ça allait très mal. Et les seuls réconforts que j'avais alors au-delà des outils thérapeutiques, c'était de pouvoir lire des témoignages ou d'avoir des livres qui m'ont marqué et qui m'ont été d'un soutien, de me dire ok. Le plus dur, c'est la solitude dans tout ça. C'est que tu te dis, mais je suis la seule à être folle comme ça. Je suis la seule à pas m'en sortir. Pourtant, j'ai tout pour être heureuse. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui va pas chez moi ? Et ça a été d'un réconfort fou de trouver d'autres personnes qui mettaient des mots là-dessus. Donc, moi, si ça peut être juste ça, c'est de me dire, OK, tu sais, la question de la folie chez la femme, elle est tellement présente. Je trouve qu'elle est plus présente chez la femme que chez l'homme. Et pouvoir être réconforté là-dessus, de se dire en fait je suis pas folle, c'est peut-être juste ça, moi. L'objectif de tous ces récits-là, c'est se dire en fait non, je suis pas folle parce que je suis sensible, je suis pas folle parce que je suis traversée par des peurs que je n'explique pas, qui sont invisibles, qui sont invasives. Je ne suis pas folle, je suis juste humain et j'ai juste à faire avec. Le roman graphique que tu as écrit, scénarisé, tu l'as fait donc avec Manon. Oui. Explique-nous un peu ce qu'elle a fait, elle. Manon Carcenti, elle est arrivée quand j'avais écrit et je cherchais quelqu'un qui dessinait avec une poésie, une sensibilité. Et je suis complètement tombée amoureuse d'elle sur les réseaux sociaux. J'ai découvert parce qu'elle faisait des comment elle appelle ça, des souvenirs dessinés. Elle prend des photos, donc des photos de famille, et elle les redessine avec des couleurs sublimes et ce trait de crayon. Et donc, je l'ai appelée, je lui ai dit, voilà, j'ai une histoire très personnelle à raconter et j'aimerais que ce soit toi qui dessine. Et j'ai eu la chance parce qu'elle a dit oui, parce que cette histoire lui parlait personnellement. Et on a fait des essais et on est parti à l'aventure. Donc, l'idée, c'est on fonctionne comment ? En fait, moi, j'écris avec des didascalies, où je raconte l'action, je mets les dialogues et à la fois, je peux faire aussi des croquis absolument moches. Mais pour lui faire comprendre, parce que moi, mon écriture, elle vient avec des scènes très précises parfois. Donc voilà, donc on passe par ce moment où on fait une réunion, où je lui explique un peu ce que je veux, ce que j'aimerais, et après, parfois, elle me propose quelque chose de très différent. Et ça, c'était très, très chouette aussi de voir comment elle pouvait se réapproprier une idée qui était très fixe dans ma tête, et de pouvoir me dire, en fait, c'est cool d'avoir un cerveau qui fonctionne autrement. Elle n'était pas du tout dans le monde de la méditation, du yoga, etc. Et c'était aussi très intéressant d'avoir... elle, son regard de parfois je comprends pas, ou c'est intéressant, je comprends, alors que je suis pas du tout dans le monde du développement personnel, etc. Pour que ça parle au plus grand nombre, c'était oui, c'était l'objectif, parce que c'est pas l'idée, c'est pas un manuel de méditation. Moi, je veux pas revendiquer la méditation comme un outil universel. C'est pas du tout ça. C'est juste, c'est quoi le fait de se taire pendant 10 jours et de regarder ce qui se passe à l'intérieur. C'est tout.
Et donc, du coup, là, j'ai vraiment la sensation qu'il y a des dessins, des doubles pages où tu pourrais... Enfin, moi, j'aimerais trop les imprimer et les mettre à mon mur. Elle fait un travail. T'as des endroits où tu pourrais rester, je sais pas, moi, 2 heures à regarder les micro-détails de ses traits. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a émerveillée, en fait, de recevoir les dessins chaque semaine et de voir comment, à partir de quelques mots, tu pouvais trouver comme une peinture dessinée. Ça me réjouit. Pour moi, c'est un objet plus qu'un livre. C'est très beau et c'est très doux, pastel aussi. Ça ne se veut pas agressif non plus, non, pas. Parce que évidemment, ça va être lu par des personnes peut-être qui sont à la recherche de témoignages, parce qu'elles aussi vivent des choses traumatisantes, etc. C'est ce que tu as voulu aussi, que ce soit doux? Je voulais que ce soit doux. Je voulais qu'il y ait 2 récits. Je voulais qu'il y ait un premier récit en noir et blanc, où tu as un trait, du coup, qui crée énormément de... Moi, je trouve de texture et il y a vraiment différents plans. Il y a une profondeur de champ. Tu as aussi cette nature qui est dessinée en noir et blanc, qui est magnifique. Et je voulais que la couleur apparaisse avec la joie et l'émerveillement qui apparaît au contact des autres, mais qui apparaît aussi au contact de la nature et de grands élans de joie. Ouais. En parallèle, il y a le podcast. Oui. Le podcast, il est avec Louis Média, qui crée plein de podcasts, qui les produit. Ce podcast, il raconte donc l'avant, après et pendant également. Qu'est-ce que tu as voulu raconter dans ce podcast? Tu as voulu balayer beaucoup plus large. Il y a beaucoup de légèreté aussi dans ce podcast. Et il y a des moments un peu plus deep, des moments très humoristiques également. Tu as voulu qu'on passe un bon moment dans ces 2 épisodes donc, que tu as sortis. Alors, Anne-Sophie et le loup, c'est un podcast en 2 épisodes qui entre dans une case qui s'appelle Émotion. Donc, Louis Média, en effet, c'est un producteur de podcast et ils font plein de récits différents. Et la case Émotion, c'est vraiment, c'est raconter ton histoire à travers ce qui te traverse émotionnellement. Donc, c'était quand même assez parfait sur ce que moi, je voulais raconter. Et pour moi, le pitch du podcast, à la différence du roman graphique, c'est j'ai peur. Je comprends pas pourquoi j'ai peur. Je culpabilise parce que j'ai peur. Et comment je fais avec cette peur et comment j'arrive à comprendre et à mieux identifier l'origine de ma peur. Donc ça va, en effet, dans le premier épisode, raconter toute cette espèce de boulimie thérapeutique que je fais pendant 7 ans, de me dire « Ah, il faut absolument que la peur disparaisse », jusqu'à comprendre qu'en fait, il faut pas qu'elle disparaisse, mais j'ai à accepter qu'elle est là et j'ai à dealer avec ces états émotionnels. La retraite de silence va venir répondre, en fait, à d'où vient ma peur. Et c'est pour ça que je voulais en faire un récit à part avec le roman graphique. Et le 2e épisode du podcast vient raconter ok, je comprends l'origine de ma peur et maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Et donc, voilà. Et donc, le podcast, il est étrange parce que c'était pas une volonté. J'étais pas sûre de vouloir raconter cette histoire comme ça. C'est juste que je me suis mise à enregistrer des sons un peu comme un espèce de... je le raconte comme ça dans le podcast, mais c'est vrai. C'est qu'il y avait des situations où j'étais tellement prise par mes émotions que j'avais l'impression de charger mon flingue en actionnant mon enregistreur. Ça me protégeait. Je me disais comme ça, après, je peux réécouter et voir si c'est moi qui suis conne, c'est l'autre qui est con, c'est moi qui suis dangereux, c'est l'autre qui est dangereux. Est-ce qu'il a vraiment dit ça? Ou est-ce que c'est mon ressenti qui était tellement fort qui fait que je transforme la réalité? Et en fait, moi, ça me sécurisait de pouvoir réécouter les choses pour pouvoir les réécouter rationnellement et voir ce qui était tellement fort dans mon ressenti, mais qui, en fait, dans les mots, l'autre était pas du tout agressif. Et moi, est-ce que j'étais agressive? Donc, ça me permettait ça. Donc, ce qui est un peu étrange comme processus. Mais donc, j'avais plein de sons que j'avais enregistrés en secret. Et ensuite, ça m'a intéressée de les reprendre, de les réécouter et de me dire, en fait, ça va être le parti pris de mon documentaire audio. C'est des sons où je ne maîtrise pas ma parole, où je suis moi en tant qu'individu en thérapie. Donc, parfois, on m'entend dans des états déplorables, où juste, en fait, où je suis pas bien, mais où j'accepte de me montrer authentique et à me dire, en fait, j'ai pas à avoir honte, j'étais comme ça, en fait. Et donc, je fais un acte aussi de vérité aussi, c'est montrer dans quel endroit de désarroi je me suis trouvée, montrer dans les endroits où je suis aussi conne, où je fais des erreurs, où je ne maîtrise pas ma parole comme je le fais ou comme tu le fais toi quand tu fais cette émission, ou quand là, je sais que ma parole est publique, donc il y a une zone de contrôle. Là, c'est des enregistrements qui n'étaient pas destinés à être écoutés. Et donc, j'ai rappelé tous les gens que j'ai enregistrés, comme mon plombier, avec qui j'ai une discussion un peu dingue,
Je les ai rappelés pour demander des autorisations par la suite pour voir si c'était OK. Et la plupart ont accepté alors? Ouais, la plupart ont accepté. Et moi, c'était intéressant parce que, c'est particulier de me montrer, de me faire entendre comme je suis dans la vie, alors que quand tu as des métiers justement de parole comme comédienne, autrice, journaliste, généralement, tu choisis tes mots et puis surtout, tu es payé pour découper les mots des autres. Et là, je me dis, je vais me jouer la même chose, c'est que pour une fois, je vais pas choisir et je vais accepter de montrer ça. Il y a pas mal d'artistes qui le font avec notamment des albums comme Adèle Castillon. Je sais pas si tu avais entendu en introduction de son album qu'elle reprenait des enregistrements de tous ses vocaux envoyés à ses amis lorsqu'elle était dépendante, et c'est quand même assez fou. Ça donne un rendu très réaliste et on comprend ce que tu as vécu parce qu'on sent à certains moments la détresse dans ta voix, on sent la tristesse dans ta voix, on sent aussi le bonheur dans ta voix à certains moments. On passe par toutes les émotions et donc c'est sur Louis Média, ça on peut le retrouver oui, finalement. Louis Média, c'est le producteur. Alors après, on peut l'écouter sur le site de Louis Média. C'est ça, ouais. Mais aussi c'est sur toutes les plateformes, Apple, Spotify, Deezer, et ce sera aussi sur YouTube dans un petit moment. Ouais. Nickel. Anne-Sophie et le loup alors, ça. Anne-Sophie et le loup. Merci beaucoup Anne-Sophie d'avoir été avec merci. nous. C'était trop chouette de parler de tout ça, de toutes ces œuvres alors que tu as sorti avant ton retour à Paris. Oui, il faut acheter Neuf. Et Neuf, oui, on n'a pas cité l'éditeur. Donc Neuf, c'est dessiné par Manon Carcenti et ça a été édité par l'éditeur Tana sur un papier recyclé. Alors c'est con, mais quand même. Un très bel objet. C'est vrai que c'est très agréable à feuilleter et c'est un bel objet à avoir. Il fait plus d'une centaine de pages. C'est assez dense et il y a plein de choses à y voir. Merci beaucoup. Merci. Anne-Sophie, merci une fois d'avoir été avec nous. Merci à toi. Et merci à vous d'avoir été avec nous. On se retrouve dimanche prochain pour un nouvel invité. Ciao.